Compagnie du co-président du parti de gauche. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Monsieur Faux. Vous êtes aussi, on le sait maintenant, officiellement candidat à l'élection présidentielle du Front de gauche, qui englobe notamment le Parti communiste. Je voudrais d'ailleurs commencer par une petite question qui concerne le PC et ses amis. La fête de l'UMA a toujours lieu le deuxième week-end de septembre. Exceptionnellement, cette année, elle a été repoussée à la semaine prochaine, du 16 au 18, pour cause de 11 septembre, pour éviter un télescopage avec ce jour anniversaire du 10e anniversaire des attentats de New York et de Washington. Vous êtes d'accord sur cette prise en compte du calendrier par l'UMA et le PC ? Oui, je crois que c'est plutôt intelligent d'éviter que deux événements d'une nature totalement contradictoire s'entrechoquent. Le souvenir des attentats du 11 septembre est un jour de deuil, nous serions en fête. Et puis pour nous, à gauche, c'est double deuil, parce qu'il y a d'une part les Twin Towers, mais il y a aussi la mémoire de l'assassinat du président Salvador Allende et du hideux putsch soutenu d'ailleurs par les Américains contre le gouvernement de l'unité populaire en 73 au Chili. Alors Jean-Luc Mélenchon, ce sera jeudi prochain le vrai coup d'envoi médiatique des primaires socialistes avec le premier débat radio-télévisé entre les 6 candidats, les 6 prétendants. Vous allez regarder ? Je crois, peut-être, oui, si j'en ai la possibilité. Je ne méprise pas les débats. Et j'ai besoin de comprendre ce qu'ils veulent. Le Parti socialiste, d'abord, bien joué, ils ont réussi une première étape. Leur primaire semble résumer le débat à gauche. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs disent la gauche fait ceci, la gauche fait cela, quand ils ne parlent en réalité que du seul Parti socialiste. Donc ça, c'est à mettre à leur crédit. Après, à leur débit, c'est que le débat est absolument incompréhensible et qu'il est très difficile de le suivre. Pourquoi ? Voyez les bons à U et à dia qui se font dans les parcours de chacun. Pendant l'été, c'était à qui serait le plus austère, le plus conformiste et le plus néolibéral. Et depuis quelques jours maintenant, voici que le bon est reparti dans un autre sens. Madame Aubry à Toulouse a dit des choses qui m'intéressent beaucoup. Elle propose de supprimer 50 milliards de niches fiscales et de taxer les revenus du capital comme ceux du travail, ce qui est la revendication, le mot d'ordre du front de gauche. C'est-à-dire que, très tranquillement, elle a proposé de prélever 150 milliards d'euros sur le capital dans notre pays. Une décision de cette nature n'a de sens que si elle est accompagnée par une politique d'ensemble, et notamment une politique de mobilisation populaire. De cela, il n'y a pas trace. Parce que sans prendre aux niches fiscales, on le voit à droite ces temps-ci aussi. Oui, mais là, on parle de 50 milliards sur 70 milliards, c'est-à-dire les 3/5 du total. Donc c'est pas rien comme changement. Et en même temps, de la taxation des revenus du capital, ce que moi je propose en effet, sachant que les deux se recoupent. Quant à François Hollande, il y a à peine 15 jours, il avait dit qu'il fallait geler les postes dans l'éducation nationale au niveau où il les trouverait en 2012, ce qui signifiait qu'il était d'accord avec les 80 000 suppressions déjà faites et les 16 000 qui arrivaient. Et il dit il faudra créer des postes dans l'éducation nationale. Donc on a l'impression que les protagonistes de cette bataille sont beaucoup dans la posture, les apparences, et que le cap n'est pas tenu. Maintenant, pour finir, ils se réclament tous d'un programme, le projet socialiste, avec lequel, naturellement, j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mes désaccords, parce que c'est vraiment très timide. Même si au bout du compte, vous devrez discuter avec le candidat officiel du PS, et éventuellement finaliste au deuxième tour de la présidentielle. Nous devrons débattre avec lui, Monsieur Faux. Et il y a 8 mois, les Français ont une chance, ils ont une grande élection, au milieu d'une tourmente économique gravissime, d'une tourmente financière extraordinairement dangereuse et d'une tourmente écologique encore plus grave que tout le reste et dont on parle fort peu en ce moment. Et ils ont une élection, tant mieux. Donc ne réduisons pas ça à la popote politicienne du premier et du deuxième tour. La question de fond, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment l'humanité se sort du mauvais pas dans lequel la vieille Europe l'a engagée sous la houlette des États-Unis d'Amérique ? Alors, la crise financière, vous venez d'en parler. On en vient tout de suite au plan de rigueur présenté et défendu à nouveau par François Baroin, le ministre de l'économie, en début de semaine. On l'écoute. Nous avons un plan qui s'appuie sur 2 piliers. Un pilier de mesures d'économie qui porte sur 12 milliards, 1 milliard cette année, 11 milliards l'année prochaine, et un pilier croissance. Le moteur de l'économie française, vous le savez, c'est la consommation. Nous protégeons par des mesures à la fois d'encouragement, je pense en termes d'emploi, ou de pouvoir d'achat, je pense à la protection des revenus, ce pilier de la consommation des ménages. Nous faisons tout en France, mais la France n'est pas une île, pour protéger notre croissance que nous considérons comme convalescente. Tout est fait pour protéger cette croissance.
et le gouvernement, et Nicolas Sarkozy voudrait que l'on inscrive ce que l'on appelle la règle d'or dans la Constitution, c'est-à-dire un engagement sur une limite de déficit inscrite de façon pérenne. Voilà ce que répond sur ce point le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault. Nous souhaitons redresser le pays. Il y a besoin de se redresser. Notre économie est en panne. On voit les chiffres du commerce extérieur, on voit le chômage monter, on voit les Français qui ont du mal à finir leur fin de mois. Et donc il faut une autre politique. Mais inscrire un texte supplémentaire dans la Constitution, ça va changer quoi? La France s'est déjà engagée à pas dépasser 3% de déficit avec la création de l'euro, le traité de Maastricht. Nous nous engageons devant les Français. Ça a été dit à la tribune de l'Assemblée par François Hollande. À ce que pour 2013, on revienne dans les 3% de déficit. Jean-Luc Mélenchon commence à entendre dire le plus dur de la crise est à nouveau devant nous, ce que l'on ne disait plus depuis quelques mois. Comment vous ressentez les choses? Eh bien, pour ma part, je n'ai cessé de dire que le plus grave était devant. Alors, je ne vais pas entrer ici dans le détail des raisons qui portent sur la structure de l'organisation de l'économie monde autour du dollar et de la puissance des États-Unis d'Amérique, qui est une puissance de papier qui, un jour ou l'autre, finira par révéler, hélas pour nous tous, l'ampleur de son désastre interne. Mais pour parler de la zone euro, depuis le début, je dis que la Grèce ne peut pas payer au taux auquel elle a été soumise au début de la crise. J'ai dénoncé le plan du FMI à l'époque dirigé par Dominique Strauss-Kahn, montrant que la dette s'aggraverait. Et en effet, maintenant, à la suite de l'exemple grec que les dirigeants libéraux ont voulu donner en modèle pour faire peur au peuple d'Europe tout entier, eh bien on voit que dans toute l'Europe s'organisent des plans d'austérité. Donc il n'y a pas besoin d'être un génie de l'économie pour comprendre que dès lors, partout l'économie va se contracter. Prenons un exemple. Si les Allemands réduisent leur activité intérieure, ils achètent moins aux Français et vice-versa. Or, nous sommes l'un vis-à-vis de l'autre, premier client et premier fournisseur. On voit donc que le plan général d'austérité, qui s'appelle Europlus, qui a été convenu entre les chefs d'État, va étouffer le moteur. Monsieur Faux, hélas, pour tout le monde, je suis obligé de dire, ce n'est pas peut-être, c'est que ça va se passer. De la même manière, je dis très clairement, la Grèce ne pourra pas payer. Elle ne peut pas payer. Alors pourquoi? On va jusqu'au bout, ça veut dire défaut de paiement, et éventuellement on pose vraiment la question de la sortie de la zone euro pour ce pays, c'est pas la question. Avec un effet domino potentiel. Mais Emmanuel Faux, vous avez tout à fait raison. Si la Grèce est acculée au défaut, eh bien la catastrophe ne sera pas que grecque. Elle sera française. 3 grandes banques françaises sont prises jusqu'au nez dans les titres de dette grecs. Si la Grèce appliquait son plan d'une manière quasi magique, et que pour des raisons également magiques, les affaires se mettaient à reprendre en Grèce. Si la Grèce arrivait à avoir chaque année ce qu'on appelle un excédent brut, c'est-à-dire avant d'avoir payé les intérêts de la dette, vous constatez que dans votre budget, il y a de l'argent de plus. De 6% pendant 10 ans, ce qui ne s'est jamais vu nulle part dans le monde, eh bien, elle n'arriverait pas à rembourser. Ce qui signifie que quoi que fasse la Grèce aujourd'hui, ça ne sert à rien tant qu'elle est sous le poids de la dette odieuse qu'elle a dû contracter au cours des 4 ou 5 dernières années. Et je voudrais dire mon indignation. Les gens qui ont aidé le gouvernement de droite grec à truquer les comptes, c'était la banque Lehman Brothers. Le responsable pour l'Europe de la banque Lehman Brothers, c'était l'homme qui va être nommé directeur de la Banque Centrale Européenne après M. Trichet. Ce système est absolument immoral. Et qui prendra ses fonctions dans 2 mois. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous craignez le scénario d'un éclatement de la zone euro? Puisque d'après tout, c'est de ça dont on parle. Mais bien sûr que je le crains. Alors je sais que cela me distingue d'un certain nombre de mes amis à gauche qui disent depuis le début que l'euro est la corde avec laquelle l'Europe se penche. Je le sais bien, il y a des partisans de la sortie de l'euro à gauche. Ce n'est pas mon cas. Car j'ai toujours dit qu'on avait meilleur temps, nous les Français, qui sommes la 2e puissance de cette union, de changer les statuts de la Banque Centrale Européenne, d'arrêter de faire cette euro chère qui oblige les productions à se délocaliser en zone dollar, qu'il fallait arrêter cette politique où on ne prête pas directement aux États pour leur dette souveraine. Je préfère ça. Garder l'euro qui nous permet d'avoir un salaire minimum européen, on peut l'imaginer. On peut avoir un salaire minimum européen si nous avons la même monnaie. Mais c'est radicalement impossible si nous n'avons pas la même monnaie, car les pays seront dans une compétition aggravée entre eux sur les coûts sociaux. Voilà pourquoi je pense que ça vaut la peine de défendre l'euro. Pas celui-là, un autre euro, mais commençons déjà par défendre l'idée même de l'euro.
Ceci dit, si la zone euro éclate, alors il faudra faire face. Mais que personne ne croit que ça sera une promenade de santé à partir de là. Votre regard sur les grandes mesures arrêtées par le gouvernement dans son plan de rigueur, après des débats agités au sein de la majorité, taxation, je le rappelle, sur les plus-values immobilières, taxation sur les mutuelles et donc sur les nuitées dans les hôtels de haute catégorie. C'est la bonne voie, c'est convaincant ? Franchement, ça sert à quoi de tirer sur une ambulance ? Tout ça n'a pas de sens. Ça ne règle pas le problème de fond auquel nous sommes confrontés, les problèmes européens comme les problèmes français. En France, il y a, pour régler le problème de la dette souveraine, parce que je remarque qu'on ne parle jamais de la dette privée, là on parle de la dette de l'État. La dette de l'État est un prétexte à une politique d'austérité qui se combine avec celle de tous les pays d'Europe. Imaginez-vous que la catastrophe est tellement évidente, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui vous dit ça. C'est la CNUSED, qui est l'organisme des Nations Unies, comme ça a été révélé par l'humanité, qui dit si vous continuez comme ça, vous allez au désastre. C'est le gouvernement qui a appauvri l'État. Il l'a appauvri de 60 milliards depuis la dernière élection présidentielle. Il faut donc remplir les caisses de l'État. Où voulez-vous qu'on prenne l'argent, sinon que là où on sait qu'il y en a à coup sûr? Je veux dire qu'il faut taxer les revenus du capital comme ceux du travail. Les revenus du capital sont taxés à 18%. En moyenne, ceux du travail, toutes cotisations et prélèvements confondus, à 40%. Si on les mettait à même niveau, l'argent gagné en dormant et l'argent gagné en travaillant, eh bien ça rapporterait 100 milliards à la caisse de l'État. Or, chaque année, nous payons 50 milliards pour la dette. Ce qui veut dire qu'on trouve là la ressource de 2 fois le montant du service de la dette. Je ne dis pas qu'il faille payer toute cette dette, mais au moins, si on voulait la payer, telle qu'elle est là, il y a la ressource. Alors pourquoi ne le fait-on pas ? Par intérêt de classe. Certains sont protégés et c'est au grand nombre qu'on va demander de payer. Le temps passe très vite, Jean-Luc Mélenchon. 2 ou 3 questions d'actualité pour terminer. D'abord, faut-il poursuivre, selon vous, les opérations de l'OTAN en Libye jusqu'à que le colonel Kadhafi soit retrouvé et neutralisé ? En aucun cas. Les opérations de l'OTAN, d'une manière générale, sont des désastres. Il n'y a qu'à voir le résultat en Afghanistan, pitoyable. Je note, Monsieur Faux, que maintenant tout le monde est d'accord pour se retirer, alors qu'il y a encore quelques mois, Madame Aubry, Monsieur Fabius disaient qu'on examinerait la situation en 2012. Il semble qu'elle ait été examinée depuis et qu'on arrive aux mêmes conclusions que moi. Quant à l'intervention de l'OTAN dans la guerre civile libyenne, le résultat est une déformation absolue de la révolution libyenne. C'était une révolution citoyenne et c'est devenu une guerre civile. C'est la vie qui a voulu ça, mais nous n'avions pas de raison d'en rajouter. Tant et si bien qu'aujourd'hui tiennent le haut du pavé ceux qui manient les kalachnikovs les plus efficaces. Ce n'est pas mon modèle révolutionnaire. Par conséquent, je pense que maintenant, il est temps que l'OTAN s'en aille de là et que le peuple libyen règle ses problèmes lui-même parce qu'il en a les moyens. Dernier mot, on annonce pour peut-être la semaine prochaine la prise de parole de Dominique Strauss-Kahn, publiquement peut-être une intervention télévisée. Qu'est-ce que vous attendez de cette intervention ? Rien. Je suis excédé, comme beaucoup de Français, de me voir infliger la triple peine socialiste. C'est-à-dire que M. Strauss-Kahn est devenu la crucifixion permanente de la gauche. On est censé répondre à ce que va faire, ce que va dire Dominique Strauss-Kahn, qui d'ailleurs peut-être lui-même n'en demande pas autant. J'aimerais qu'on nous laisse faire de la politique, parce que c'est pour ça qu'on est là et que le reste n'est pas intéressant. Je ne dis pas que c'est pas intéressant en soi. Ça intéresse beaucoup de monde, notamment les féministes. Écoutez sa version sur l'affaire, est-ce que vous pensez que c'est important pour Mais ne me posez pas la question à moi. De toute façon, la conviction est faite par de nombreuses féministes que dans cette affaire, finalement, le machisme aura marqué des points. Nous n'avons plus le temps de développer là. Je ne veux plus me mêler de cette histoire, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit depuis le début ce que j'en pensais, à savoir qu'un crime, c'est un crime. S'il a été commis, c'est grave et on doit penser à la victime. S'il n'a pas été commis, c'est la justice qui le sait et on doit penser à la victime. Maintenant, stop, ça y est, tout est dit. Le reste, c'est plus dans nos affaires. Parce que regardez, un coup les primaires, un coup Strauss-Kahn, un coup les inculpés du Val-de-Marne, on passe notre vie à discuter des turpitudes du Parti Socialiste. C'est bon, quoi. On n'est pas là pour ça. Eh bien voilà, stop. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous. Et je signale qu'on vous retrouvera sur la scène de la Courneuve pour la fête de l'Humanité le dimanche 18 septembre où vous prononcerez le grand discours politique. Merci. C'est arrivé cette semaine sur Europe 1. Emmanuel Faux. 9h-10h. Nous sommes sur la place Saint-Pierre.